Bienvenue sur Génération Mosaïque, ton podcast par diaspora. On se retrouve tous les mois pour plonger au cœur des trajectoires inspirantes de ces jeunes issus des diasporas qui nous partagent leurs récits. Et aujourd'hui, c'est avec Bartholomé Pourmanteau qu'on tourne cet épisode. Salut Bartho. Salut Rania. Ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc moi c'est Bartholomé, donc je suis pharmacien. Je suis issu d'un père indonésien et d'une mère française. J'ai quasiment toujours vécu en France. Et voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Et tu fais des petites vidéos aussi sur les réseaux. Ouais, je fais aussi un peu de vidéos sur les réseaux. Ça s'explique que depuis 3-4 mois je fais des vidéos sur les réseaux. Ça a pas mal pris sur TikTok. Je fais beaucoup de conseils en pharma, mais pas que, j'aime bien rigoler, donc je fais aussi des trucs un peu pour rire. Trop bien, en plus j'en ai vu, elles sont qualitatives, allez vous abonner. Partout sans âge sur Insta et TikTok. Est-ce que... on va commencer à discuter un peu de ta vie et moi je veux bien que tu nous racontes c'était qui le petit Bartho. Le petit Bartho, c'était un Bartho rêveur. En vrai, donc je suis parti, on est parti vivre en Indonésie quand je suis né en France. Mon père vivait en Indonésie. Du coup, toute ma première année et demie, c'était en Indonésie. Après, je suis arrivé en France, 1 an et demi, 2 ans. J'ai grandi en Bretagne, donc franchement, j'ai vécu loin de tous les problèmes d'une grande ville comme Paris, sans les galères de transport et tout. C'était toujours été très facile. À côté de la mer, donc ça c'est aussi trop bien pour des parents de pouvoir élever ses parents près de la mer. Donc j'ai vécu dans un environnement sain avec mes 2 parents, mes grands-parents qui étaient aussi là. Mes grands-parents français. Ouais, parce que mes grands-parents indonésiens, eux, ils étaient en Indonésie. Après, ils sont partis très très jeunes. Enfin, genre, j'avais 8 ans, je crois, quand ils sont décédés les deux, quasiment, en même temps. Moi, mon enfance a été bercée par école. En vrai, ça se passait super bien. Intégration facile avec mes élèves, enfin les élèves, quoi, tout simplement. Beaucoup bercé par le sport aussi. Donc, je faisais beaucoup de basket. J'étais fan de foot. Donc, j'allais voir, depuis mes 2 ans et demi, je vais voir des matchs de foot avec mon père. Ouais, pas mal rêveur aussi, genre, je sais pas, typique, genre Harry Potter. Moi, j'espérais vraiment que plus tard, j'allais recevoir une lettre de Poudlard, tu vois. Ah ouais, rêveur à ce point. Ouais, rêveur à ce point-là, tu vois. Et ouais, j'avais envie de réussir. En fait, j'avais envie de réussir parce que j'ai été dans des écoles où il y avait beaucoup d'enfants, de parents qui avaient un peu de sous. Et du coup, moi, j'ai toujours eu envie de réussir, sachant que moi, je viens d'une famille où c'était pas trop le cas. Nous, on vivait en HLM, alors que c'était pas le cas de... Et pourquoi ? Parce que ton père, il est indonésien, il a grandi en Indonésie. Exactement. Et quand il est arrivé en France, c'était quoi ? Il est arrivé en France, il parlait déjà pas du tout la langue. Il a dû apprendre avec nous, en fait, parce qu'il avait pas envie de prendre de cours, un peu sa fierté. Mon père, il a une grosse fierté, genre, apprendre le français, pour lui, c'était pas possible. Tu vois, il voulait apprendre comme il avait toujours fait en Indonésie, parce qu'en Indonésie, il bossait un peu dans le tourisme. Okay. Du coup, il a appris l'anglais comme ça. Il dit qu'il sait parler allemand, mais en vrai, il sait 3 mots. Enfin, voilà. Donc, mon père, il est un peu comme ça, genre, ouais, non, t'inquiète, j'apprends, j'ai pas besoin de cours et tout. Du coup, il a appris le français comme ça. Okay. Et du coup, lui, il s'est toujours démerdé pour avoir des petits boulots parce que, du coup, même en Indonésie, il a à peine le bac. Il n'a pas fait d'études sup et tout. Donc, arrivé en France, il a juste fait les petits boulots, quoi. Il bossait au port de pêche, à Lorient, vu que c'est une ville portuaire, il y a pas mal de ports. Donc, il a bossé au port de pêche. Je me rappelle qu'il a aussi bossé dans le zoo qui était à côté de Lorient. Okay. Donc, voilà, bref, il a fait plein de boulots comme ça. Il a bossé dans les crous, tu sais, ceux qui servent la cuisine et tout. Et ma mère, elle, en fait, elle avait fait une école d'attaché de presse à Paris. Et en fait, elle est partie tout plaquée quand elle a fini son diplôme. Elle est partie en Asie rejoindre son premier mec à l'époque. Un Français qui est parti vivre au Japon. Puis elle a rencontré mon père à Bali. Ouais. Ma mère, elle a bougé un peu. Et du coup, quand elle est revenue, le taf était à Paris normalement, tu vois, d'attaché de presse et tout. Mais elle n'a pas voulu, elle a préféré nous faire grandir dans un environnement plus sain. C'est un gros sacrifice. Ouais, en fait, pour elle, c'était la famille, nous, notre éducation, le fait qu'on sente bien, être proche de ses parents aussi. Et du coup, c'est pas... Enfin, comment toi, t'as vécu le fait que d'un côté, t'as ton père qui parle pas très bien français, qui galère, du coup, t'as dû lui apprendre, parce qu'en vrai, quand t'as un enfant issu de l'immigration, t'apprends à parler français à tes parents un peu. Et de l'autre côté, t'as ta maman qui a grandi ici, qui a fait des études, qui a fait comme attaché de presse, c'est pas rien, c'est un gros truc. Genre, toi, t'as un peu une fracture entre les deux. En fait, ils me l'ont jamais fait ressentir. En vrai, genre, déjà, ils m'ont jamais mis la pression pour que moi je réussisse ou quoi que ce soit. Moi, ça fait de la pression, je me la suis mis tout seul en vrai, parce que je voyais que on galérait. Tu vois, genre, les enfants avec qui j'allais à l'école, ils partaient tous les étés en vacances, ils faisaient des vacances de malade et tout. Moi, j'étais genre, j'étais là. Moi, j'avais un truc, c'est tous les ans, j'allais à Belle-Île avec ma marraine et ma soeur. Enfin, bref, un petit groupe d'amis qu'on avait.
c'est le seul truc que je faisais un peu tous les étés. Sinon, Ok. je suis jamais trop parti. Enfin, on a fait quelques voyages. On est allé une fois en Indonésie. On est allé en Hollande parce qu'on a de la famille là-bas. Euh, on est allé en Suisse, je crois, une fois. Enfin bon, bref, on n'a pas fait énormément de Ouais. voyages. Et moi, en fait, je voulais réussir parce que justement, je voulais faire ça. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que ma mère, du coup, comme elle s'occupait beaucoup de nous, elle s'est pas mise à fond dans le taf, machin. Mhm. Donc en fait, le fait qu'elle ait fait des études, tout ça, bah, elle a jamais créé une fracture entre mon père qu'on n'a pas fait, parce que lui, justement, il se démenait à fond pour taffer tout le temps. C'était mon père qui taffait le Mhm. plus. Alors que ma mère, elle s'est cherchée, elle a bossé en librairie un peu, puis après elle a arrêté. Après, elle a fait un truc pour être assistante maternelle. Enfin bon, elle a fait des petits trucs, Ouais. histoire de bosser un peu, parce que voilà, de toute façon, il fallait faire rentrer un peu d'argent aussi dans la maison. Mais du coup, la fracture a jamais eu vraiment lieu, Ok. en fait. Bah tant mieux, enfin Ouais. t'es pas mal vécu la chose. Non. Enfin, ça aurait pu créer un truc en mode je comprends pas. Ça aurait pu, mais en vrai, c'est très sain Ouais. l'environnement chez moi, donc du coup, genre, j'ai pas eu Bah, tant de mieux. trucs comme ça, ouais, non, trop Ah bien. vraiment tant mieux. Ouais. Mais par contre tu vois le truc de avoir vraiment la déterre de réussir juste parce que t'as envie d'argent, Mm. ça je comprends de fou. Et en plus il y avait un épisode qu'on avait fait avec Franck Lao à l'époque, et du coup on parlait grave de la rage de réussir. Genre de comment ça t'anime de fou. Et en fait, ça part juste de ce sentiment-là. Mm. Et après, bon, à la fin, t'as d'autres aspirations qui font que ça accompagne le truc. Mais au fond, quand on fait des longues études, genre toi, t'as fait pharma, Ouais, 6 ans du coup. c'est énorme. Mm. Au départ, c'est vraiment, je veux gagner des sous, je veux être confortable plus tard. C'est exactement ça, en fait, je voulais faire un truc. Du coup, ouais, à partir du moment où je me suis vraiment intéressé à qu'est-ce que je pouvais faire sans être footballeur ou quoi que ce soit, c'était quel genre d'études je peux faire pour avoir un taf. Et du coup, ouais, mon grand-père était kiné, donc dans la santé, et ma grand-mère était prof. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'ils avaient une situation stable, qu'ils avaient de l'argent de côté, que ça allait, financièrement ça allait, dès qu'on avait un peu de galère, on pouvait demander de l'argent aux grands-parents et tout. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est vers la santé que je veux aller. Au début, je voulais faire kiné sportif parce que fan de foot, comme ça, je pourrais être kiné pour les joueurs de foot. Après, à l'anniversaire de mon grand-père, donc mon grand-père étant dans la santé, il avait beaucoup d'amis médecins, machin. Du coup, j'avais parlé avec un de ses amis qui m'a dit, mais vise médecine plutôt que kiné. Genre en mode médecine, c'est mieux que kiné. Enfin bref, j'étais là, genre, ouais, il a raison et tout. Je visais ça et tout. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais viser médecine. Après, en première, je me suis un peu perdu. J'étais là, ouais, non, je vais faire Sciences Po. Ouais, non, je vais faire autre truc et tout. Après, j'ai dit, non, non, non. En vrai, de vrai, j'ai toujours voulu faire santé. En vrai, depuis, ouais, à partir de ma troisième, en vrai, je me suis dit, je vais faire de la santé et tout. Et ouais, quatrième, troisième. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, non, santé, santé, santé. Du coup, le bac S, enfin, les trucs classiques. Et du coup, ouais, je suis parti en santé parce que pour moi, c'était un moyen d'avoir un taf sûr, bien payé globalement. Et que voilà, je connais tous les gens que j'ai pu côtoyer avec des parents qui étaient médecins, pharmaciens, peu importe, dentistes, je voyais bien qu'ils étaient bien. Donc je me suis dit, vas-y, moi c'est ça que je veux parce que bah ouais, j'ai pas connu ça. Est-ce que t'as déjà douté de toi en mode y a moyen, j'arrive pas? Non. Et tu penses que c'est lié au fait que justement t'avais des repères, enfin des exemples de réussite sûrs? Non, mais en fait, je pense que j'ai pas mal confiance en moi pour ça parce qu'en fait, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Ok. Tu vois, genre, j'ai toujours eu des facilités à avoir des bonnes notes, donc ça, je suis trop content. Enfin, c'était une chance, tu vois. J'ai toujours compris rapidement les choses, retenu, etc. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais y arriver, quoi, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivé du coup, en PACES, la première année commune aux études de santé, j'étais au début pour médecine. Après, je me suis vite rendu compte en parlant avec des gens qui faisaient leurs études de médecine que c'était pas pour moi. Genre, c'est beaucoup trop de taf. Je suis quand même un peu paresseux. Donc, beaucoup trop de taf. J'ai fait non, non, c'est pas pour moi. Après, je me suis dit, vas-y, en vrai, dentaire. Dentaire, ça a l'air chill, c'est détente. Tu fais de l'argent rapidement et tout machin. Facile. Trop bien. Si, je voyais bien ceux qui étaient étudiants en dentaire, je te jure. C'était plus. Ils étaient détentes. C'était comme ça. Ils arrivaient à la BU à 16-17h, ils repartaient à 18h et ils avaient leur année. Tu vois, j'étais genre, ah oui, c'est pas mal ce qu'ils font là. Et en fait, comme moi j'ai fait ma PACES à Brest et qu'il n'y a pas d'étudiants en pharmacie, j'ai pas été très confronté aux étudiants en pharmacie. Mais j'ai quand même tenté le concours. J'ai loupé dentaire à 8 places et j'ai eu pharma à 3-4 places de la fin. Parce que c'était un concours. Je me suis dit, c'est le destin. Genre, j'ai bossé pendant 2 ans comme un malade pour ne pas avoir à 8 places. C'est vraiment que je devais pas y aller, tu vois. Et l'autre, je l'ai juste à la fin. Je me dis, en vrai, c'est le destin, c'est que c'est là-bas que je devais aller et tout. T'as grave une bonne mentale parce que, tu vois, moi j'ai toujours eu des facilités à l'école. Enfin, pareil que toi. Mais
j'avais pas d'exemple autour de moi. Donc je me disais, mais si ça se trouve, je me mets dans un bourbier toute seule. Genre, je veux réussir, si ça se trouve, c'est impossible, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas à visualiser. Genre, même maintenant, parfois, il m'arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur et de me dire, non, mais je suis pas à la bonne place. À tout moment, ils vont se rendre compte que je suis une fraude et ils vont me virer ou que sais-je, tu vois. Genre, Pas ça. mais ouais, mais en vrai, c'est une force, tu vois, que t'as. Et après, je sais pas si c'est aussi lié au fait que t'es un mec et que c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, de se projeter, de réussir. Et nous, les meufs, on est. Je sais pas, genre. En fait, je sais pas, moi je pense que je me suis juste conditionné toute ma vie à vouloir réussir, à vouloir, in fine, être stable et à l'aise financièrement, pouvoir aider mes parents, parce que je sais que mes grands-parents sont pas éternels, et que pour Ouais, t'es en l'instant, genre, mission. voilà. En fait, du coup, moi, dans ma tête, la mission, c'est genre, je peux m'assurer moi et mes parents, et mes frères et sœurs s'il y a besoin et tout. Après, ma sœur, elle est bien aussi, genre, on est tous partis pour bien partir normalement, tu vois, si tout se passe bien. Donc en fait, à partir du moment dans ma tête, c'était genre, je veux y aller comme ça, je veux réussir. Bah, en fait, pour moi, il Il n'y y avait avait pas rien trop de qui. questions, tu vois. Genre, juste, il y a un moment à la fin de mon concours, au moment de l'annonce des résultats, j'étais sur liste d'attente partout. Je me suis dit, je vais rien avoir. Là, c'est la seule période de ma vie où je me suis dit, oh merde, j'ai pas prévu de plan B, tu vois. J'étais là, genre, je suis allé sur Parcoursup ou APB à ce moment-là, je sais plus, Horrible. bref. Horrible. J'ai vu, j'étais en retard sur tout. Du coup, j'étais là, genre, waouh, je vais faire une année blanche là et tout. Parce que ça a duré, entre l'annonce des premiers résultats et la deuxième partie, il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines. J'étais là, là, j'étais pas bien. Moi aussi, j'ai eu un Ouais. petit coup de stress avec Parcoursup. Et là, ouais, ça fait trop peur. Ça fait trop T'es en peur. mode, ah ouais, toutes ces années de sacrifice, ça se trouve, ça servait à rien. Ouais. Après, je me suis dit, en vrai, après, j'ai un mental comme ça, c'est toujours voir le positif. Tu vois, je me suis dit, si j'ai taffé pendant 2 ans comme un malade, bah en vrai, ça, je pourrais l'appliquer partout. Alors que avant ces 2 années de PACES, j'avais jamais vraiment trop taffé, je savais Ouais, pas ça travailler, t'apprend, tu ça te vois. forme et tout. Ça m'a appris une rigueur, etc. Et après, la force, je l'avais aussi parce que, en fait, au collège, je me suis fait un groupe de potes et on est tous aujourd'hui dans des super trucs, genre architecte, dentiste, Trop kiné. bien. T'as tous tes potes millionnaires en fait. C'est bon. On est loin de l'être pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est tous un peu aussi dans un mood de réussite, Ouais. tu vois. Ingénieur, tout ça. En fait, on a tous fait des bêtes d'études. Donc en fait, je me suis dit, vas-y, en vrai, Vous bah, montez, en fait, vous on peut élevez. tous, ouais, c'est ça, on peut tous réussir. Bah, même si moi, j'ai pas, par exemple, un truc en santé, je vois qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites, d'autres choses qui peuvent m'intéresser. Donc c'est ce qui m'a perdu pendant cette semaine un peu de stress, de me dire, ok, bah, au pire, je fais 1 an où je me cherche, au pire, je taffe. En vrai, je taffe. Et puis, comme ça, je cherche un autre projet. Bon, au final, j'ai eu pharma. Et arrivé en pharma, franchement, je me suis dit, en vrai, non, trop bien. C'est les bêtes d'études, je suis content d'être tombé là. Et tu vois, genre, Et là, destin, t'es quoi. satisfait. Ouais. Trop bien. Je suis satisfait, ouais. Et attends, on remonte juste un peu en arrière. Quand t'étais à l'école, du coup à Lorient, t'étais un des seuls racisés / asiatiques ou il y en avait d'autres? Ouais, j'avais pas de pote asiate. En vrai, j'avais aucun pote asiate. Du coup, j'ai jamais eu trop ce sentiment d'appartenance à une communauté, tu vois, d'immigrés, quoi. Dans les écoles que j'ai fait, c'était beaucoup d'écoles privées. Au début, j'ai commencé en école publique les 2 premières années, enfin les 2, 3 premières années. Puis quand ma sœur est née et qu'elle est allée à l'école après, on nous a mis dans une école privée parce que c'était plus simple pour elle d'aller la chercher à l'école privée et tout. Et du coup, moi, mon seul repère asiate, c'est mon père et ma sœur. Et puis après, mon frère est né 10 ans après, donc voilà. Et à l'école, j'avais quoi, peut-être un pote éthiopien. Après, j'ai fait une autre école où il n'y avait pas d'asiate, pas de maghrébin, pas d'africain en subsahara. Moi, c'était le contraire. Alors, Vraiment, moi, vraiment j'avais pas. jamais vu de blanc de ma vie quand j'étais en prison. Et en fait, moi, j'ai un seul pote, en gros. Je le considère comme mon cousin. Ouais. Parce que c'est le seul où vraiment on est. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, c'est le fils d'un pote de mon père qui habitait à Bali aussi. Ok. Ils sont devenus potes à Bali. Il a rencontré une Française qui était une pote de ma mère. Et pareil, la même vie que toi, en fait. Même vie, exactement la même vie. Il a juste 2 ans de moins que moi, tu vois. Ah ouais, donc. Du coup, vraiment, pour moi, c'est comme mon cousin. Parce qu'en fait, tu vois, vu que c'est la seule personne qui a exactement les mêmes origines que moi, français, indonésien, machin, par la mère, le père et tout. En fait, vraiment, pour moi, c'est mon cousin. Son père, c'est mon oncle. Et tu vois, genre, ouais, c'est le seul repère, un peu, on va dire, au niveau de mes origines que j'ai, tu vois. Mais comment tu le vis quand t'as pas ce sentiment de communauté? Enfin, moi, je fais le parallèle avec ma vie, mais genre le fait d'avoir grandi avec d'autres maghrébins, d'autres subsahariens, d'autres asiatiques, etc. Même si on n'avait pas forcément les mêmes origines, mais nos parents, ils avaient à peu près le même parcours, bah, tu te sentais à ta place, genre tu te sentais
tu te sentais reconnu, tu te sentais représenté. Enfin, pour moi, je conscientisais même pas encore le racisme à cette époque-là. Et c'est après que c'est venu. Bah moi il est venu tôt du coup, en vrai le racisme. Il est venu assez tôt. Bah du coup j'ai beaucoup plus développé, comme en fait j'ai 2 origines, j'ai beaucoup plus développé ma partie française que la partie indonésienne. Tu vois, genre me rattacher beaucoup à ça. Je suis français, nanana, ma mère elle est française, j'ai des traits quand même, bah pas très asiates, même si j'en ai un peu, tu vois. On me donne toutes les origines à l'heure actuelle, genre on peut me donner des origines latines, maghreb, on me donne de tout, tu vois, genre franchement. Donc en fait au final, après moi ça m'a permis de développer une partie caméléon de moi, tu vois, genre je sais m'adapter partout, je sais m'adapter à tout le monde. Donc au final ça c'est une force que j'ai dégagée. J'ai développé un peu mon côté caméléon, à me rattacher vachement à mon côté français. Mais par contre le truc c'est que j'ai beaucoup mis de côté ma partie indonésienne, tu vois, genre en fait quand mon père est arrivé en France, du coup je disais il parlait que indonésien et anglais. On l'a appris à parler français, mais du coup jusqu'à la période où on lui a appris à parler français, il me parlait indonésien. Donc moi la langue je sais un peu la parler, mais pas trop. À partir du moment où on a commencé à parler que français à mon père parce qu'il voulait apprendre le français, et que ma soeur elle a un peu dit ouais papa faut que tu apprennes le français et tout, elle a fait un peu un reni de ses origines de ma soeur quand elle était elle avait 3-4 ans. Ah ouais, c'est hyper tôt. Mais après ça s'est calmé. Mais du coup en fait on a toute une partie qu'on a un peu laissé de côté. Le seul truc qu'on avait nous l'Indonésie, c'est la nourriture, parce que mon père il fait à manger très bien et c'est le seul truc que tu vois qui nous rallie vraiment, tu vois, des photos, notre grand-mère qu'on aime alors qu'on la connaît pas, tu vois, genre des trucs comme ça. Mais du coup, t'as vécu comment le fait d'être métisse? Bah bizarre, parce qu'en fait tu vois genre au collège c'est là où j'ai commencé à me mettre de côté vraiment de ouf, tu vois, parce que bah tu sais collège, tu connais le mood du collège et donc comme j'étais vraiment, je crois un des seuls, il y avait peut-être une personne de peau noire et c'est tout quoi dans le collège. C'était un collège très bourge, très tu vois on n'était pas beaucoup, 25 élèves, comme ils disent. ouais, 25 élèves par classe, ok. 3 classes par niveau, donc Ouais. on était un tout petit collège, tu vois, privé. Et du coup en fait quand j'ai entendu des fois j'entendais des trucs, des blagues un peu racistes sur d'autres gens, tu vois. En 4e, 3e, on commençait à connaître des gens d'autres collèges, parce que Lorient c'est une petite ville, du coup tu connais un peu genre le collège là-bas, le truc. Et des fois j'entendais genre ouais nanana, une asiate, hein, elle sent le nem, elle sent ah là là, ouais elle mange du riz, tout est genre des clichés de fou. Mais moi j'étais là genre ah moi je mange du riz à la maison, tu sais, genre y a quoi, tu vois. Et j'avais trop peur par exemple de sentir la bouffe asiate, j'avais trop peur qu'on me fasse des remarques comme ça, tu vois. Ouais. Ah ouais, ok, donc tu conscientisais le fait que vas-y fallait pas ressembler à un asiate en fait. Ouais c'est ça, bah en fait au collège déjà tu veux ressembler à tout le monde, tu vois, genre tu veux ressembler au moule. Déjà moi par mon physique j'étais différent, tu vois. Et je voulais pas qu'on me fasse des remarques négatives, parce que pour moi genre dire ouais tu sens le nem, tu sens le riz, oh t'es asiate, tu manges du riz, des trucs comme ça. Bah en fait je voulais pas l'entendre. Du coup je mettais à fond genre ouais non je suis français, tu vois genre je faisais en sorte de pas, que mes vêtements ils sentent rien, enfin tu sais genre c'est des trucs je faisais hyper attention à ça. Ouais c'était c'était ouf. Et en fait du coup je me vexais énormément. En fait un des trucs que je détestais c'est qu'on me dise ouais t'es chinois. Ça c'est là tout le temps, parce qu'en fait tu te vois des yeux un peu ridés, t'es chinois, parce qu'en France on n'arrive pas à faire le distinguo entre un coréen, un japonais, je sais pas, un vietnamien, un thaïlandais, un indonésien. Tu regardes, en vrai, indonésien, on ressemble pas du tout au reste de l'Asie. On va ressembler peut-être aux Malaisiens ou aux Philippins, mais c'est tout, tu vois. Et en fait, quand on fasse tout le temps le truc de ouais, t'es asiate, t'es chinois, après ça m'a développé une haine contre les Chinois, tu vois, parce que ah ouais bah ouais, parce que j'en avais marre qu'on me dise désolé les Chinois, mais non mais en mode genre mais non je suis pas chinois, genre mon père est indonésien et tu vois genre on n'est pas pareil, j'ai pas enfin tu vois genre j'ai pas les yeux bridés de ouf, tu vois, genre les Chinois ont les yeux plus bridés. Enfin tu reniais de fou, mais tu sais que moi c'est archi drôle parce que c'est le contraire. Parce qu'en gros, moi, il y avait que des Arabes et des Noirs et des Asiates. Et en fait, dans ma classe, il y avait que des Algériens. Et je me souviens, en CP, enfin jusqu'à longtemps, j'ai cru que j'étais algérienne alors que je suis marocaine. Parce que toute ma classe était algérienne, genre. Et je disais, ouais, moi, je suis... Maman, papa, on va en Algérie. Mais Darmi, il me fait, mais non, mais nous, on est marocains. Ah ouais, donc moi, j'étais loin de tout ça. Mais du coup, moi, en fait, je m'en foutais tellement... Enfin, j'étais tellement... Mais justement, je ressentais pas ce truc de je suis différente, j'avais pas cette charge mentale-là. Que bah, j'ai regardé toute la classe, je voyais que j'étais pas noire, je voyais que j'étais pas asiate, je voyais qu'il y avait des rebeux, j'écoutais qu'ils disaient qu'ils étaient algériens, bah, je me suis dit vas-y je suis avec eux, tu vois. Et ouais c'est c'est une dinguerie genre la c'est pour ça que du coup j'ai plus développé le côté français, tu vois, parce que j'étais qu'avec des français, français quoi, genre donc
peut-être aussi pour ça, tu vois. Aujourd'hui, là, dans ma culture actuelle, j'ai quand même beaucoup plus. Je me sens plus français qu'indonésien, tu vois. Je suis très fier d'avoir une double origine, parce que je pense que ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit de ouf et tout dans ma vie en général. Mais je suis quand même très français dans ma culture, tu vois. Donc, Après, je pense que même en tant que. Enfin, on est une jeune génération issue de l'immigration et tout. En vrai, genre, on a beaucoup une culture française, tu vois, qu'on le veuille ou non, même si on est très fiers de nos origines. On a quand même grandi, on a un vécu de personne qui a grandi ici. Genre, ça, on pourra jamais l'enlever. Bien qu'il y en ait plein qui sont en mode ouais, mais non, moi je suis pas français et tout. Et je comprends, en vrai, ça se comprend avec le contexte actuel, tout ça. Mais je pense que c'est un truc qu'on devrait conscientiser, tu vois, de se dire, en vrai, on a une grosse part de français dont on devrait être fier parce que souvent, nous, on est un peu dans le rejet. Et du coup, à l'inverse, en face, on va nous dire, ouais, bah, voyez, vous êtes pas fiers d'être français, donc pourquoi vous voulez être là? Donc, ouais, non, je pense qu'il faut quand même qu'on développe un peu plus ce truc. Avec tout ça, à partir de quand t'es devenu fier d'être indonésien? c'est venu tard. En vrai, c'est venu très tard, en études sup. En études sup, j'ai commencé à avoir plein de potes, bah, du coup, avec des origines, parce qu'en fait, là, je me suis. À la fac, t'es forcément mélangé à plein de gens. Et je suis devenu pas mal pote avec des Maghrébins, surtout. Beaucoup de Maghrébins. Beaucoup d'Algériens. Très fier de. Ouais, non, bon, c'est vrai. Merci aux Algériens d'être fiers. Non, mais très fier de leurs origines. Et ils savent parler la langue. J'étais genre, ouah, trop stylé et tout. Genre. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, ouais, on peut être fier de son origine, tu vois. Genre, on peut être en mode, genre, ouais, je suis nanana, et c'est stylé, tu vois. À un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est stylé d'avoir des origines. Et il faut en être fier, tu vois, parce que, bah, comme je te dis, genre, vraiment, ça apporte une ouverture d'esprit énorme. Je trouve que, en fait, les gens qui n'ont pas d'autre origine, ils sont obligés de partir dans un autre pays pour se rendre compte ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est qu'être, l'humanité, etc. Nous, on grandit avec ça à la maison, tous les jours. Donc ça, c'est hyper important, tu vois. Genre, pour moi, moi, ce côté accepter les différences des autres, machin, tout ça, je l'ai eu. C'est pas, un peu à l'école, mais c'est surtout à la maison qu'on m'a appris ça, tu vois. Je viens d'un père... en plus, c'est marrant parce que mon père est tout petit indonésien, ma mère est grande et française. Ah oui. Moi, je fais un truc, genre, pour moi, les différences, c'est genre normal, ça fait partie de moi, tu vois. Donc, vraiment, ta famille, c'est le prix Nobel de la paix, genre. Ouais, vraiment, tu vois. Genre, ils se sont rencontrés, ils parlaient anglais, moi avec mon père, son anglais d'indonésien qui a pas pris de cours. Enfin, tu sais, genre, je me suis dit, ouais, en vrai, à quel moment ça a créé 3 enfants avec un amour aussi fou, tu vois. Donc, non, en vrai, ça, c'est une chance et ça, il fallait que je m'en suis rendu compte à la fac. Et là, j'ai commencé à. Donc, en fait, à la fin de ma PACES, ma marraine, elle m'a offert, donc la marraine à qui j'allais tous les étés à Belle-Île quand j'étais plus jeune, elle m'a offert pour mes 20 ans un voyage en Indonésie. Moi, il faut savoir que je n'avais pas été en Indonésie depuis l'âge de mes 7 ans. Ah ouais, donc parce que c'est très cher, tu vois, toujours l'histoire de sous et tout. C'est très cher le voyage en Indonésie. D'ailleurs, sur ça, je te coupe, mais en vrai, genre, on mesure pas à quel point ça peut être hyper difficile pour certaines diasporas d'aller chez eux et elles. Genre, nous, en vrai, Maghreb, Afrique, ça va. Après, bon, jusqu'à une certaine limite, tu vois, genre, par exemple, les Comoriens, c'est archi cher. Les Asiatiques, c'est archi cher. Les Latinos, c'est archi cher. Et même ça, je trouve, c'est une charge mentale de fou. Enfin, de se dire, tu peux pas aller voir ta famille, il y a un lien qui se crée pas. Bah, là où c'était le plus dur, c'était pour mon père. Tu vois, parce que c'est son pays d'origine. Il avait que des liens. Et encore maintenant, ça va mieux. Là-bas, ils ont leur situation financière, elle s'est améliorée. Donc, tout le monde a des téléphones, ils ont Internet et tout. Il y a un moment, on n'appelait pas. On n'avait aucune nouvelle. Tu vois, on savait pas, tu vois. Donc, rien que pour ça, genre, je me dis que je me mets maintenant, aujourd'hui, avec mon... J'ai grandi, j'ai 26 ans, je sais, tu vois, genre, je me dis, mon père, il est arrivé en France et tout, coupé de sa famille un peu, ça devait être dur, tu vois. Et le fait de ne pas pouvoir rentrer, forcément, en fait, nous, on l'a ressenti un peu, sa tristesse. Après, moi, je suis hyper empathique, donc tu ressens un peu ce truc, tu vois. Donc, Du coup, t'as fait le psy de ton père. Ouais, c'est ça. Ouais, et en plus, t'es l'aîné. Je comprends, I feel you. Du coup, à mes 20 ans, je suis allé en Indonésie. Ouais. Je suis allé à Bali avec ma marraine. Et là, truc de fou, je suis arrivé à Bali, du coup. En fait, mon père, lui, vient de l'île de Java, si tu veux. Ok. Ma vraie famille est à Java. Mais Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est comment Alors, c'est un l'Indonésie, archipel ? ouais, l'Indonésie, c'est l'archipel avec le plus d'îles au monde, en gros. Les îles les plus connues, ça va être Sumatra, là où il y a eu un tsunami il y a X temps. Okay. Bornéo, là où il y a les orang-outans, bientôt plus trop à cause de l'huile de palme et tout. Enfin, bref, l'île de Java où il y a la capitale Jakarta. Ok. À côté, la petite île de Bali où tout le monde va
les gens pensent que l'Indonésie c'est Bali, quoi. Et Lombok, c'est une petite île à côté. Globalement, c'est ce que les gens connaissent. Donc mon père a grandi lui à l'est de l'île de Java. Ensuite, à ses 18-19 ans, il est parti vivre à Bali. Ok. Il a vécu hyper longtemps, genre une dizaine d'années. Et voilà. Ok. Donc, moi, j'arrive à mes 20 ans à Bali. Et là, j'arrive dans un taxi et tout, je suis avec ma marraine. Et il commence à parler indonésien. Et là, truc de fou. En vrai, le cerveau humain, en vrai, les gars, c'est une dinguerie. Je parle indonésien avec le mec. Je sais. C'est comme si, en fait, je parlais, les mots, ils sortaient. Et moi, j'étais mort. Mais en fait, je sais parler. genre là, moi, je sais parler. Tu dis Harry Potter, c'était Ouais. vrai, en fait. Non, mais en vrai, je me dis, je sais parler, en fait. Je sais encore dingue. parler. Alors Ouais. qu'avec mon père, on parlait plus, tu vois. Et en fait, t'as tellement enregistré quand t'étais petit, c'est ça. ressorti. C'est ça. Et en fait, il a un autre pote indonésien qui habite à Lorient aussi, qu'on voit régulièrement, mais quand ils sont entre eux, ils se parlent. Mais des fois, ils se parlent aussi un peu javanais. Pour ça, je comprends pas. Parce que du coup, faut il y a savoir des dialectes à l'intérieur. exactement. En Indonésie, il y a quasiment autant de dialectes qu'il y a d'îles. Ok. Même sur certaines îles comme Java, il y a plusieurs dialectes. Donc, laisse tomber. Genre, Donc, ton père, naturellement, il parle quoi? Il parle javanais ils ou parlent javanais. En fait, du coup, ils ont tous appris donc après, je crois que c'est après la libération de l'Indonésie qui était colonisée par les Pays-Bas. Ils ont commencé à vouloir unifier le pays. Du coup, ils ont fait une langue, le Bahasa Indonesia, et afin que toutes les îles puissent communiquer entre elles. Du coup, mon père, lui, il parle indonésien, voilà, mais il parle aussi le javanais. Quand il est arrivé à Bali, il a appris le balinais. Il comprend le balinais. Maintenant, il sait plus trop parler le balinais, mais c'est pareil, quand il revient, le cerveau est trop fort, genre, il arrive au bout d'un moment à reparler. Et du coup, avec son pote, il parle indonésien, je comprenais un peu, mais je faisais pas trop attention parce qu'en fait, je me disais, en fait, je sais pas la langue, donc je faisais pas attention. En fait, une fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, si, je savais parler. Et t'imagines pas le truc que ça a déclenché en moi, genre en mode, ouais, ok, en fait, je suis vraiment à moitié indonésien. Genre, j'ai vraiment ce truc-là au fond de moi, donc voilà. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment encore plus développé ce truc-là, de me dire, ouais, en fait, je suis à Et là, moitié tu t'es indonésien. dit, j'ai envie d'apprendre la langue et tout. Ouais, exactement. Et en gros, on a eu pour projet de repartir en Indonésie avec mon père. Donc, une fois que j'y suis allé, donc, avec ma marraine, vu qu'elle était en mode touriste, on a fait vraiment le tour de l'île, on a découvert plein de trucs. Mais dans le tour de l'île, je lui ai dit, en vrai, je veux quand même aller au village où mes parents se sont rencontrés, où moi j'ai grandi un peu. La dernière fois quand j'avais été, j'avais 7 ans. Je veux y aller. Ouais, une reconnexion, quoi. Ouais, un peu. Je suis arrivé déjà, j'ai booké au nom de ma marraine. Ils savaient pas du tout que je venais. Du coup, je suis arrivé en mode surprise. J'allais voir les gens. Et comme j'avais tellement grandi, en vrai, j'étais pas allé pendant 13 ans. Tu vois, 13 ans. Depuis le petit Barto de 7 ans et le Barto de 20 ans, j'ai pas énormément changé, mais quand même, tu vois. J'allais les voir. Je leur disais, ouais, est-ce que vous connaissez Anto et tout. Anto, c'est mon père. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi frérot, il est parti il y a 20 ans, dont tu me parles là, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et je dis, ouais, c'est Barto. Et t'aurais dû voir les réactions, genre, de fou. À chaque fois, genre, c'est Barto? Non, et tout. Gros câlin, oui, j'étais là et tout, machin. Et en fait, du coup, j'ai passé 3 jours là-bas et je me suis dit, oh, la vérité, c'est trop fort ce qui se passe émotionnellement. Je peux pas ne pas y retourner avec mon père. Du coup, j'étais là, genre, ouais, prochaine fois que j'y retourne avec mon père et j'y retourne dans pas trop longtemps. Parce qu'en plus, il y a eu un truc, c'est que quand j'étais en 3e, mes parents ont divorcé. Ok. Donc, et mon père, à partir de là, il a coupé les ponts avec tout le monde. Il avait honte en fait. En Indonésie, pays très musulman et tout machin, et le mariage c'est un peu. Enfin, le mariage, c'est tout le monde te parle que de ça, mais le divorce, il n'y a pas beaucoup, tu vois. Et du coup, je pense qu'il avait un peu honte, tu vois, d'avoir divorcé. Il avait un peu honte de devoir expliquer qu'en fait, il y avait eu des trucs et que voilà, il y avait eu le divorce. Et surtout qu'en plus, ça peut être perçu comme un échec de la part de la famille là-bas. Ouais. Et tu vois, la question de là-bas, c'est pourquoi vous êtes plus ensemble, tu vois, genre tout le temps. Et donc du coup, je crois qu'il avait pas envie de ça. Du coup, il a coupé les ponts de ouf avec tout le monde là-bas. Et le projet, c'était que du coup, tu y retournes en 2020. On sait ce qui s'est passé en 2020, on n'y est pas allé. On devait y aller en 2021, mais c'était trop tôt encore. Du coup, on y allait en 2023. On y allait en 2023. Donc retour pour mon père là-bas. Retour pour ma soeur après, du coup, quasiment 16 ans sans y aller. Et première fois pour mon petit frère. Du coup, on est partis tous les 4. Et en vrai, le voyage de ma vie, en vrai, c'était le voyage de ma vie. Genre, moi, j'avais jamais vu mon père aussi heureux depuis longtemps. Pour mon père et ma soeur, ça a été aussi un moyen de reconnecter de ouf avec le pays. Et voilà, donc développer aussi derrière cette double origine qu'on a. En plus, nos parents, ils sont trop heureux quand ils sont chez eux. Genre, moi-même, mes parents, j'ai l'impression que leur manière de parler, elle change de fou. Genre, même en arabe, parce que par exemple, mon père, quand il nous parle en arabe,
normal, tu vois. Mais je sais pas, quand on est au Maroc, il a un arabe plus authentique, tu Ouais, vois. ouais, bah, mon père, c'est pareil. Et genre, il a le smile H24, il est trop content et tout. Et je pense que ouais, ça doit jouer de fou sur eux, surtout qu'ils en parlent pas. La santé mentale, c'est pas un sujet. Surtout pour mon père est très fier. Genre, je pense l'Indonésie, on est les Algériens d'Asie. Ah ouais. Tu vois, je pense très fier de leur pays. Leur pays, c'est le meilleur pays. Ah ouais. Ouais, je te Ah, je jure. savais pas. Ah, je te jure. Le jour, j'étais avec du coup mon oncle Ouais. et mon père, on était au Nouvel An ensemble et tout. Oh, j'étais là, genre. En fait, genre là, les potos algériens, ils sont comme ça pour le Maghreb et tout. Mais en fait, nous, on est les Algériens d'Asie, hein, je te jure. Genre vraiment. Il y a l'Indonésie. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est une dinguerie. Ah C'est ouais. une dinguerie, ouais. J'aurais pas imaginé. Ah, je te jure, franchement, tu les écoutes, l'Indonésie c'est le meilleur pays, ils ont tout inventé, ils font tout, Ah ouais. tout le monde. Là, je te jure, c'est vraiment, tu retrouves ça genre, ouais, nous on avait ça en premier, ouais, nous on fait des avions, ouais, nous Ah on fait des. ouais. Tu sais, genre vraiment, Ah, c'est terrible. ok, d'accord, papa, ouais, le pétrole, mais nous on a tout le pétrole, on a tout là-bas, on a besoin de rien, on a besoin de personne, tu Super vois. drôle, Ouais, là, j'aurais je te jamais jure. imaginé ça. Je te jure. Et en fait, tu vois, genre, ça, c'est des trucs que je me rends compte parce que du coup, j'ai pas mal de potes algériens et tout. Et du coup, tu vois, Je fais le parallèle. je fais le parallèle. En fait, en vrai, il y a beaucoup de parallèles entre tu vois, le Maghreb et chez nous. Parce que déjà, quand j'y suis allé, je me suis rendu compte de l'ouverture d'esprit, l'accueil des gens. Tu vois, genre, votre premier épisode là, de Diaspora, Ouais. là, il m'a énormément parlé. Et la vérité, je pensais pas que ça me parlerait autant. Tu vois, Ouais. sur la maman marocaine là qui Ouais. parle, ouais, chez nous, les portes elles sont ouvertes, les voisins ils peuvent venir, nanana. Les voisins, c'est comme la famille. Mais en fait, c'est pareil en Indonésie, tu vois. Mais Et est-ce que tu penses que. Enfin, moi, je pense que les cultures, elles se ressemblent beaucoup, que ce soit en Asie ou en Afrique. Enfin, il y a vraiment. Je pense qu'il y a eu un échange culturel par le commerce et tout. ouais, Il y a aussi, je trouve, la religion qui joue un rôle de fou. Parce que hier, en plus, on en parlait avec quelqu'un qui me disait que lui, il avait beaucoup voyagé en Asie. Et lui, il est algérien. Et il m'a dit, en fait, moi, j'avais des a priori et tout. Mais je me suis rendu compte que les gens, ils sont pareils que moi. Lui, il est musulman. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il y avait une communauté musulmane dans certains pays. Et il se reconnaissait de fou. Il était en mode, mais c'est incroyable de se dire qu'on vient de pays à l'opposé, tu vois, sur la planète, mais qu'on a les mêmes pratiques, qu'on a les mêmes, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs. Et que ce soit aussi possible alors que, enfin, tu vois, on est à l'opposé. Mais c'est là la force de ce qui s'est passé avant. Genre, Ouais. je crois que l'Indonésie, c'est au XIIIe siècle que les commerçants arabes sont arrivés et qu'ils ont commencé à mettre l'islam. Et du coup, ouais, XIIIe siècle, on est 21e. Ouais. Tu vois, genre, du coup, c'est bien installé dans la culture au final. Donc, en tout cas, moi, je parle pour l'Indonésie parce que je connais pas trop les autres pays. C'est pour ça que ça me choque pas du tout. Tu vois, genre, je trouve ça beau, justement, genre, que tu vois, justement, on a un monde et c'est un peu l'idée du truc, c'est qu'on est un monde tous ensemble. Et je trouve ça hyper beau, justement. Et du coup, c'est pour ça, moi, en fait, maintenant, je me rattache plus, tu vois, aux communautés maghrébines et tout, qu'aux communautés asiatiques. Parce qu'au final, dans les Asiatiques que j'ai rencontrés, c'était pas les mêmes Asiatiques que nous en Indonésie. Tu vois, Ok. sur. Toi, tu te rapproches plus de qui, par exemple, si... Enfin, si on parle des Asiatiques, tu t'identifies plus à qui, en dehors de l'Indonésie? Ouais, Malaisie, je pense. Ok. Ouais, déjà, la langue, elle est proche. Genre, ouais, du coup, quand je suis arrivé là-bas, je commençais à écouter des musiques en indonésien pas mal. Et il y en a une musique que je pensais que c'était de l'indonésien, en fait, non, c'était du malaisien. Et du coup, ouais, déjà, rien que la langue, ça se ressemble beaucoup. Pays musulman aussi beaucoup, donc je pense que niveau culture, c'est très proche. Et même physiquement, ils ressemblent beaucoup aux Indonésiens. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup en France. Non, mais en fait, en France, moi, je me sens pas. Ouais, je t'ai dit, la communauté. non, la communauté de laquelle je me sens le plus proche, c'est vraiment les Maghrébins en vrai. Tu vois, genre. Ah ouais, t'es un Algérien, quoi. Faut nous Je sais dire pas. si tu veux, on va au consulat. Hein. Non, mais en vrai, ouais. Tu vois, genre, en fait, les gens avec qui je me suis senti le plus proche en arrivant en études sup, c'était vraiment des Maghrébins, tu vois, genre, Mais- hors les Français, mais. Mais du coup, quand t'es revenu de tes voyages en Indonésie, t'as pas voulu créer une communauté en France? Enfin, par exemple, tu vois, il y en a beaucoup, surtout nous, les Maghrébins, on se fait grave des événements entre Marocains, entre Algériens, entre Tunisiens, ou même juste entre Maghrébins tout court. Enfin, on essaie quand même de cultiver ce sentiment de communauté. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'Indonésiens et de Malaisiens en France, genre, t'es pas. Enfin, est-ce que déjà t'as voulu créer ce sentiment-là? Et est-ce que ça te pose problème qu'il n'y ait pas de communauté? Alors, il y en a une. Hein. En vrai, à Paris, beaucoup, il y a Ok. quand même une communauté indonésienne, mais le truc, c'est que je parle pas assez bien la langue, en vrai. Genre, j'ai pris des cours avant d'aller la première fois avec mon Ok. père. Là. J'ai pris des cours d'indonésien histoire de me remettre dedans, mais en fait, les cours, ils m'ont rien appris parce qu'en fait, juste, je connaissais déjà en fait ce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont juste montré qu'en fait, ça va, je suis bien avec ma langue, c'est juste qu'il faut que je travaille, c'est le vocabulaire. Et en fait, il y a un point,
c'est que je me sens pas non plus en phase de ouf avec les Indonésiens, 100% indonésiens. Ok. Tu vois, du fait de ma culture très française, du fait d'avoir vécu avec une double culture, je me sens pas archi en phase avec eux. C'est-à-dire, genre, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de point de vue, d'opinion? Ou c'est quoi? En vrai, peut-être un peu tout, Ok. ou juste un mood aussi. Genre, en vrai, Ok. les Indonésiens, c'est un mood, ils surréactent beaucoup. Ils sont. En vrai, je me sens pas totalement en phase avec eux. En vrai, c'est pour ça que c'est archi dur, parce que je me sens pas totalement en phase avec les 100% français, je me sens pas totalement en phase avec les 100% indonésiens. T'es entre deux Je chaises. suis entre deux chaises tout le temps, en fait. Non, je capte parce que en vrai, tu vois, je te disais que nous on crée une communauté, mais du coup, dans cette communauté qu'on essaie de créer, il y a genre les Maghrébins qui ont grandi en France, mais il y a aussi les Maghrébins qui viennent de leur pays d'origine, et du coup, parfois ça peut se clasher entre les deux. Genre, moi j'ai assisté à des discussions où c'était tendu de fou parce que les gens n'ont pas du tout le même point de vue, tu vois. Même sur des questions politiques, genre nous on va avoir un point de vue parce qu'on le vit au quotidien, on le ressent dans nos chairs, et eux, bah, comme ils le voient d'un point de vue extérieur, ça va pas être le même point de vue et du coup il peut y avoir du dénigrement des deux côtés, il peut y avoir des tensions des deux côtés, et c'est vrai que parfois moi par exemple je me sens pas totalement en phase avec des Marocains qui ont grandi au Maroc et qui sont venus en France pour leurs études, tu vois. Mais est-ce que tu te sens en phase avec des Marocains qui ont grandi en France? Bah, la majorité, j'arrive à me reconnaître avec eux, tu vois, enfin, parce qu'on a à peu près la même vie et tout. Donc en vrai, ouais, un peu plus. Genre, je vais plus me reconnaître à un Maghrébin qui a grandi en France qu'un Maghrébin qui est venu du Maghreb, qui est venu après. Mais c'est là où moi, justement, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas un métis indonésien auquel je me rattache de ouf. Il y a mon cousin, là, tu vois, à la limite, mais enfin, en plus, on m'en a pris deux moods différents. Moi, j'ai fait des études longues, lui, il en a pas fait. Enfin, tu vois, du coup, déjà, au sein de ce qu'on fait, même, on est plus aussi proche que quand on était gamin, tu Mais vois. du coup, même les Indonésiens qui ont grandi en France, genre, c'est difficile de t'attacher à eux. Bah, j'en connais très peu. Ok. J'en connais très peu. En vrai, tu vois, genre, j'ai pas vraiment un truc, une communauté ou un truc à laquelle je me rattache de ouf, tu vois. Ok. Genre, en fait, je me sens en phase avec pas grand monde, tu vois. Genre, c'est pour ça, presque plus, comme je disais tout à l'heure, on va revenir là-dessus, les Maghrébins, tu vois. Les Genre, vraiment. Algériens. mais vraiment, j'ai pas de, tu vois, genre, Ouais. les Français, je me sens pas en phase de ouf. Tu vois, j'avoue vraiment, les Asiates en général, pas forcément non plus, parce que je trouve que c'est pas exactement la même Donc, culture. je propose juste qu'on crée une nouvelle communauté. Ouais, autour Elle de va la mienne. Non, mais elle va s'appeler Diaspora. On va tous se connecter. Ouais, voilà. Tous ceux qui n'ont pas de communauté, allez, venez. Ça, c'est carré en vrai. Non, mais en vrai, la personne où je pense le plus proche, c'est ma soeur. Ouais. Tu vois, genre, ma meilleure pote, c'est ma soeur, en vrai. Tu vois, genre, c'est celle qui va mieux le comprendre par rapport à notre vécu, notre histoire et tout. Voilà, tu vois, genre, j'ai des meilleurs potes à droite à gauche, mais la personne qui me comprend le mieux Sur cette question-là. sur les questions existentielles qu'on a, etc., c'est ma soeur. Mm. C'est ma soeur. Ouais, ça doit être hyper complexe. Enfin, en vrai, je le comprends. Genre, c'est complexe de pas se sentir vraiment issu d'une communauté et d'être en mode ouais, c'est bon, j'ai mon peuple avec moi, tu vois. C'est compliqué de fou. Ouais, c'est compliqué. Après, bon, ça va, je le vis pas mal et voilà, j'ai fait mon chemin. Ouais. Je Mais suis pas malheureux. je trouve que ça reste en ouais, un peu, arrière-plan, ouais. tu vois. Des fois, c'est vrai que question identification, c'est dur. Tu vois, on peut tous avoir des gens, ouais, je m'identifie à un tel, moi pas vraiment. Ouais. Tu vois, genre, voilà. Et comment ta famille, elle a réagi à cette reconnexion que tu essaies de faire? Genre, est-ce qu'il y a eu des réticences, au contraire, archi content, ou pas de sentiments? Bah, ma mère est trop contente, surtout. Parce que pour elle, c'était important qu'on ait ce truc-là, justement, l'indonésien. Tu vois, genre, elle trouvait ça grave triste qu'on sache pas parler indonésien. Quand elle a compris que j'avais reconnecté avec la langue, elle était trop contente et tout. Parce que elle est consciente que pour notre construction, c'est important qu'on garde les deux. Qu'on ne mette pas plus l'un que l'autre. Même si. En vrai, t'as eu de la chance, justement, qu'elle soit contente et pas l'inverse. Ah, parce que ma mère, vraiment, c'est quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui. Enfin, ouais, elle est archi humaine, ma mère. Genre, elle est ouverte sur tout. Tous les sujets, elle va être ouverte. Et Parce voilà. que t'as plein de métis qui sont en mode, bah, tu vois, genre, ils sont partagés entre le côté qui est pas français et le côté français. Et du coup, bah, souvent, le parent français, il prend un peu plus de place. Parce que justement, on est dans un contexte français. Et il va y avoir plus de. Enfin, ouais, ça va être plus difficile pour le parent français de comprendre, en fait, cette reconnexion au pays d'origine. Ouais, ma mère, elle a vécu là-bas. Chose que peut-être tous les parents métis n'ont pas forcément fait. Ma mère, elle a vécu là-bas pendant 2-3 ans quand même. En 2-3 ans, t'as le temps de t'inculquer. Elle sait parler la langue, hein. Elle parle mieux que moi, je pense. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est bien. Ouais, donc tu vois, après la langue, dingue. l'indonésien, c'est une langue
relativement facile. Ouais, mais en vrai, tu vois, de faire l'effort de l'apprendre, c'est déjà beaucoup. Parce que ma mère, c'est une littéraire de ouf, qu'elle adore les langues et que, voilà, quand elle a vécu au Japon, elle a appris à parler un peu japonais. Elle parle hyper bien espagnol, anglais, tu vois, genre. Incroyable. Donc ma mère, niveau langue, elle est archi calée. Et ça, je sais que je le tiens un peu d'elle. Mais ouais, donc c'est pour ça, je pense que le fait qu'elle ait été baignée dans la culture indonésienne, qu'elle est tombée aussi amoureuse, pas seulement de mon père, mais de la culture aussi de là-bas, je pense que ça a joué aussi. Et ce qui elle fait est tombée amoureuse littéralement, genre pas comme ceux qui font un voyage spirituel en Inde et qui sont sortis en connexion avec l'Inde. On se rend pas compte de la chance qu'on a ici. Genre vraiment, tu vois, genre... Non, elle l'a fait au premier degré, quoi. Premier degré, elle est tombée amoureuse de mon père, elle a vécu là-bas, elle est tombée amoureuse de la culture de là-bas, des gens de là-bas, parce que les Indonésiens, c'est des gens, genre... c'est des cœurs, enfin, tu vois, ils ont le cœur sur la main, genre... En général, les gens, ils disent, quand ils vont en Indonésie, ouais, les gens là-bas, ils sont généreux, ils sont accueillants, ils sont souriants. Non, tu vois, genre, c'est les qualités vraiment générales des Indonésiens. Après, voilà, faut pas... Mais en général, ils sont beaucoup comme ça. Et j'ai une question un peu à part, mais tu vois, Bali, là, en ce moment, c'est grave... c'est famous parce que c'est touristique de fou et tout, mais c'est aussi un endroit où il y a grave des inégalités. Est-ce que ça t'a marqué quand tu y es allé? Genre, est-ce que tu t'es dit... ah ouais, genre, mon peuple, enfin, le peuple auquel j'essaie de me reconnecter, il subit quand même... à cause de l'autre peuple auquel je suis connectée. Genre, est-ce que t'as pas eu un truc un peu schizophrène où tu t'es dit, il y a une partie de moi qui fait du mal à l'autre partie de moi, genre? En vrai, oui et non, parce que c'est vrai que les inégalités, t'en as. Mais en fait, je trouve que c'est surtout marqué, pas forcément que à Bali, mais c'est surtout marqué entre Bali et les autres îles. Okay. Tu vois, ma famille qui est à Java, je vois bien qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que mes potes qui sont à Bali, tu vois, qui vivent de tourisme, etc. Donc c'est plus là où je me dis, ouais, c'est une dinguerie quand même. La différence qu'il y a au sein d'un même pays. À Bali, ouais, il y a des parties où c'est plus pauvre, mais en fait, je sais, et en fait, c'est que ça va s'améliorer aussi pour eux. Que, en fait, malgré tout, le tourisme apporte quelque chose de bien, c'est qu'ils augmentent une stabilité, une sécurité financière pour eux aussi là-bas. Voilà. Du coup, comme le tourisme il est vachement sur le sud de l'île et qui s'étend de plus en plus, tu vois, sur le reste de l'île, c'est des inégalités qui sont pour moi temporaires, tu vois. Et après, en fait, juste aussi, les inégalités, genre les gens qui ont un peu moins de sous, c'est pas pour autant qu'ils sont moins heureux, tu vois. Je les vois heureux, ils sont heureux, ils sont contents, ils travaillent dans les champs, ils ramènent leur riz, ils font leur riz. C'est un autre mood. Du coup, genre, j'ai pas ce côté un peu genre, oh putain, on fait du mal, machin. Genre, juste trouve justement que le tourisme dans le sud de l'île, il est en train de détruire un peu le côté authentique, tu vois. Donc... je sais pas, en fait c'est hyper partagé parce qu'il y a une partie de moi qui me dit c'est cool parce qu'en vrai ça fait développer le pays. Maintenant, enfin vas-y, l'Indonésie c'est dans le G20, enfin tu sais, genre c'est quand même une dinguerie, tu vois, genre alors que, enfin je pense que quand l'Indonésie que ma mère a connue, elle se serait jamais dit qu'ils allaient dans le G20, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça apporte quelque chose d'hyper positif, mais d'un autre côté ça détruit un peu l'authenticité, tu vois. En fait, je sais pas, je suis hyper partagé sur le sujet parce que il y a du bien et du pas bien dans les deux cas. Moi, je vois que malgré tout, je peux me connecter plus à ma famille. Donc moi, tu vois, genre c'est trop bien. Je vois que maintenant, genre même au niveau santé, etc., ma famille peut se soigner. Je pense que si mes grands-parents, ils avaient eu leur maladie qu'ils ont eu en 2006-2007, s'ils l'avaient eu aujourd'hui, je pense que l'issue aurait été différente, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper positif parce qu'il y a une vraie... l'accès aux soins, par exemple, est beaucoup plus développé aujourd'hui en Indonésie qu'avant. Et ça, c'est énorme, tu vois. Surtout moi je travaille en santé, donc tu vois, genre, ça me parle, ça résonne et tout. Donc je sais pas, je suis archi partagé sur le sujet. Donc, Et est-ce que l'Indonésie ce serait un endroit où tu aimerais vivre ou entreprendre ou tu vas te reconnecter aussi de cette manière-là? Il y a eu un moment où je voulais de ouf. En fait, quand je suis retourné en 2023, je crois que je suis rentré matrixé. Genre, franchement, tous mes potes m'ont dit mec, ce voyage il t'a littéralement changé. Genre, je suis devenu une autre personne en vrai. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être parce qu'on a tous reconnecté en famille, qu'on a passé 3 semaines et demie, famille, à se reconnecter avec nos origines. Donc ça a eu, je sais pas, aujourd'hui c'est encore trop tôt pour me dire exactement ce que ça a fait. Et quand je suis rentré matrixé par le voyage, je me dis ouais, je vais vivre là-bas, tu vois, genre... Aujourd'hui, je sais pas. En vrai, aujourd'hui, je me dis en vrai, je vais voir. Genre, il y a trop de trucs qui peuvent arriver. Exactement. S'il doit passer un temps là-bas... Mais tu serais pas contre, quoi. Je serais pas contre. Je serais pas contre, surtout pour la langue en vrai. Parce que je sais bien que c'est que quand je suis là-bas que je reparle le mieux, que je rapprends des nouveaux mots et tout. Est-ce que, même dans ta manière, enfin, si t'as envie d'avoir des enfants et que t'en as plus tard, est-ce que c'est
c'est aussi, ce serait important pour toi de leur transmettre la culture, la langue et tout. Genre, est-ce que tu voudras faire différemment de ton père? Non, parce qu'au final, moi je trouve que peu importe le sujet, mais un truc qui vient des parents, c'est bien si l'enfant il a envie de le faire de lui-même. Mm. Tu vois, que ce soit la culture, la religion, tous ces trucs-là, en vrai, il n'y a que toi au fond de toi où si tu as vraiment la vraie envie, tu vas pouvoir le faire. Tu vois. Moi j'ai envie au fond de moi de développer un peu ma culture en Indonésie. Tu vois, genre, là j'étais sorti des dates avec l'islam qui arrivait au XIIIe siècle. Tout ça je l'ai appris depuis que je suis revenu. Tu vois. Mm. Parce que je me suis vraiment plus intéressé au pays de mon père, où j'ai voulu aller chercher un peu l'histoire, les trucs, tu vois. Et ça, c'est parce que c'est moi-même. Et je pense que, ouais, je pourrais mettre un peu cette idée dans la tête de mes enfants. Genre, on vient un peu de là, c'est bien si vous êtes intéressés, mais j'ai pas envie de vous forcer, tu vois. Donc, je pense que j'irai plus sur cette démarche-là, parce que je pense qu'il y a que comme ça que ça peut être fait sincèrement, et que tu auras vraiment, au fond de toi, envie de le faire, et que c'est là que tu vas mieux retenir, tu vois. Oui, mais en vrai, c'est un débat, parce que, tu vois, nous, on est la génération qui a grandi en France, qui essaie de se connecter tant bien que mal à sa culture. Et genre, tu vois, même moi, je me pose la question, bah, demain, si j'ai des enfants, comment je leur transmets ma culture? Alors que même moi, je suis fébrile sur certains sujets, tu vois. Pourtant, genre, j'ai une attache, j'essaie de m'instruire, j'essaie de poser des questions, voilà. Mais plus tard, tu vois, comment tu crées cette attache-là alors que parfois tu dis, est-ce que je suis légitime même? Parce que je suis pas née là-bas, j'ai pas grandi là-bas. Donc, comment tu transmets ce truc? Moi, je pense que ça se perd un peu en vrai, Mm. à force des... Ouais, je pense que oui. Mais tant qu'il y a toujours une attache, c'est ce qui est important. Je pense qu'il faudra juste. Et c'est là où j'aimerais le fait que je sois pharmacien, gagner ma vie et tout. C'est, tu vois, genre qu'on puisse faire pas mal de voyages là-bas. En fait, c'est qu'en allant là-bas que ça va les sensibiliser, je trouve. Tu crées des souvenirs. Exactement. Et après, si eux, ils peuvent être plus à fond que moi encore dans la découverte de la culture et tout, et qu'ils m'apprennent des choses, mais je serai le plus heureux du monde, tu vois. Donc, ouais, en vrai, on verra bien. Franchement, je suis assez confiant sur le fait parce qu'en vrai, la culture indonésienne est une belle culture. Je pense qu'on a envie de la connaître même quand on n'est pas indonésien. Je vois des gens qui connaissent certaines fois plus de choses que moi alors qu'ils sont même pas indonésiens. Je me dis, c'est une belle culture, on a envie de la découvrir et je pense que je le ferai et mes enfants, je pense qu'ils le feront aussi. Du coup, tu as fait des études de pharma, tu as fait une PACES. C'est comment d'être racisé dans des études de pharma, notamment asiatiques? Bah, en vrai, toujours les mêmes blagues sur Shintok, chinois, machin. Mais bah en fait, je l'ai un peu moins retrouvé ce côté racisé parce que bah il y avait d'autres gens, tu vois, il y avait d'autres ethnies, il y avait d'autres voilà, j'étais pas le seul à être un peu différent contrairement à quand j'étais plus jeune. Donc en fait, pour moi, ça s'est calmé de fou, tu vois, comparé à quand j'étais collège, lycée, tu vois. Enfin, surtout collège, ça s'est vraiment calmé au fur et à mesure de mon avancée dans la vie. En fait, je te dis, c'est vraiment juste les blagues. Ouais, toi t'es asiate, t'es chinois, tu manges du riz. Ah ouais, on va manger des sushis, Barto machin. Tenter des accents asiates, genre l'accent chinois, alors que c'est pas du tout mon accent, tu vois. Enfin, c'est pas du tout l'accent de mon père, tu vois. Donc c'est plus ça où je retrouve encore les mêmes blagues, où juste. En fait, maintenant je suis fatigué genre, de ça, genre je souffle, je suis ok, ouais, si tu veux. Presque je veux rentrer dans leur jeu, moi aussi je vais faire l'accent chinois, je vais te dire, ouais, ok, machin, tu vois. Mais c'est que comme ça que j'ai pu réagir. Et au final, bah en fait, les gens ils arrêtent. Quand tu montres que tu t'en bats les couilles, en fait, ils arrêtent. Parce que ce qui est stimulant pour eux, c'est quoi? C'est que ça te travaille, c'est que ça t'énerve. Si tu es là, tu rigoles avec eux, bah en fait, ils ont plus d'intérêt. Ils sont là, genre, ah, mais en fait, ils s'en foutent. T'sais. Donc au final, ça a très très vite été débunké. Et en fait, je crois que c'est les gens même avec qui je suis pote qui faisaient le plus de blagues au début, tu vois. Parce qu'ils disent, ouais, vas-y, c'est marrant, nanana. Mais tes au final. Du coup, tes potes maghrébins ou Non, mais pas de tout. Okay. Après, genre, dans mon groupe de pharma, j'ai un très bon groupe de potes avec qui on est hyper soudés. Bah, on se vanne beaucoup, tu vois, beaucoup de vannes et tout. On est que deux à avoir des origines, donc mon pote algérien et moi, franco-indonésien. Et les autres, tous des Français, de parents français et tout. Donc, on se vanne tous sur plein de sujets. Bah, nous, forcément, mon pote algérien et moi, ça va être beaucoup sur les origines qu'on va vanner. Mais après, comme on rigole avec eux, bah, voilà, ça reste comment dire, respectueux. Et là où, quand on a trouvé que c'était pas respectueux, on leur a dit, bah, écoutez, là, c'est pas respectueux, et machin. Tant que c'est dans ta limite et que t'es coordonné. Mais du coup, juste avant, je t'ai montré un article du Figaro qui parlait des minorités modèles sud-est asiatiques. Et même, il y a certaines chaînes, bon, CNews, on va citer, qui parlent justement du Nouvel An lunaire, que comme il y a le Nouvel An lunaire, que ça s'est super bien passé, contrairement à d'autres fêtes, parce que apparemment les musulmans ils brûlent des voitures pendant l'Aïd.
Du coup, il mettait un peu, enfin, il faisait une sorte de comparaison malsaine entre les minorités. En mode, il y a la minorité modèle sud-est asiatique, mais en vrai, il parle des asiatiques en général, et comparé aux musulmans, aux maghrébins, aux noirs, qui sont sauvages, barbares et que sais-je. Et en fait, moi je te donne mon avis, cette comparaison, je trouve qu'elle est malsaine parce que déjà, ça crée un flou sur les Asiatiques. Parce qu'ils ciblent les Sud-Est asiatiques, mais en vrai, genre, on sait qu'ils utilisaient même les mêmes clichés sur les Chinois, en fait, que ça crée un flou général, en fait, on sait même pas de qui ils parlent. Et aussi, il y a ce truc de... en fait, c'est grave du racisme anti-asiatique qui est pas dit. C'est caché sous non, mais ils sont gentils. Mais en vrai, c'est grave du racisme anti-asiatique. Ouais, il crée un cliché. Ouais. Il crée un cliché en mettant déjà l'Asie du Sud-Est. C'est pas que ce qu'ils ont mis dans l'article, Laos, Vietnam et Cambodge. C'est pas que ça. L'Indonésie fait partie de l'Asie du Sud-Est. Et dans tout ce qu'ils ont dit, je me suis pas. Même moi, tu vois, genre qui vient un peu d'Asie du Sud-Est, je me suis pas senti concerné par ce qu'ils disaient, tu vois. Et j'aime pas le fait qu'ils aient comparé genre, je sais pas, ils disaient que 89% des gens d'Asie du Sud-Est avaient le bac, 70% des gens issus des Turcs avaient le bac. En mode, eux, ils réussissent mieux que les autres. Mais, enfin, non. Ouais, et en plus, il y avait aussi ce truc de surreprésenté dans telles études, machin, genre très en mode au-dessus de la moyenne, tu vois. Des exceptions parmi les autres, tu vois. En pharma, j'étais le seul asiate. Il y avait, ceux qui avaient des origines, c'était que des maghrébins. Enfin, tu vois, genre, leur stat, enfin, tu vois, je sais pas d'où elles sortent. Bah, après, forcément, elles sortent de quelque part, si machin. Mais je veux dire, après, tu t'influences les stats comme t'as envie. Voilà, c'est ça. Et en vrai, les stats, elles veulent rien dire parce que, enfin, voilà, moi, dans mon avancée au niveau des études et tout, j'ai retrouvé des asiates seulement peut-être à ma dernière année quand j'ai fait un master spécialisé. J'ai fait un master spécialisé à la Sorbonne, en gros, parce que moi, j'avais fait. En pharma, il y a plusieurs parcours, en gros. Et il y a un parcours industrie. Moi, je voulais faire du marketing. Et la dernière année, du coup, c'était un master spécialisé donc à la Sorbonne. Et c'est là où j'ai retrouvé des asiates dans mon parcours parce que sinon, moi, dans ma fac, il n'y avait pas d'asiates. Donc, tu vois, genre, leur stat, dire, ouais, 89%. Des sud-est asiatiques ont le bac, ils font des études sup, machin. Ouais, ok, c'est peut-être vrai, mais arrêtez de vouloir nous séparer. Ouais, en vrai, on est tous ensemble. En vrai, justement, genre, moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, genre, avec Diaspora, par exemple, c'est que je me suis reconnu dans une histoire de maghrébin. Donc, en fait, on a tous des histoires, au final, qui peuvent se rassembler. Au final, on se rassemble plutôt que de dire, ouais, les Asiates, ils sont mieux que les maghrébins, que les Turcs, les machins. On s'en fout. C'est grave, il y a une ambition de diviser pour mieux régner. Et ce serait dommage que nous on tombe dans le piège, qu'on se dise. Enfin, parce qu'il y a aussi un truc d'ego, parce qu'en vrai on subit tous l'oppression, et du coup il y a ce truc d'ego de ah, mais nous on est un peu mieux. Et en plus, ça me rappelle que j'avais lu un livre, je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais en gros ça parlait de. C'était un gars qui avait vécu pendant la colonisation et qui travaillait justement pour l'armée française. Et il racontait un peu les dessous de comment il essayait de parfois manipuler la population et tout. Lui il était assez bien placé. Et en fait il disait que justement il jouait grave sur ce truc de hiérarchie, genre de classement. Et par exemple il avait dit que y avait certaines populations, par exemple les Mauritaniens, tu vois, les Mauritaniens c'est particulier parce que ils sont noirs, mais ils sont un peu arabes certains, tu vois, donc ils sont un peu mélangés. Et du coup, t'avais ce truc de. Ils disaient à certains, ouais, mais vous êtes pas comme les autres noirs. Vous êtes plus clairs, vous parlez pas comme eux, vous êtes pas comme eux parce que vous êtes un peu différents, tu vois. Et du coup, ils jouaient sur ce truc de. Ils se rapprochent de la blanchité. Ils jouent un peu sur le colorisme, le fait qu'ils sont pas comme les autres noirs parce qu'ils sont pas foncés, parce qu'ils se rapprochent plus des maghrébins. Et du coup, c'était comme ça qu'ils asseyaient un peu leur manipulation, leur souveraineté. Ils disaient, bah ouais, vous pouvez bosser avec nous, vous méritez de bosser avec nous parce que vous êtes mieux que les autres. À la fin, ils allaient coloniser tout le monde. Mais ils jouaient grave sur ce truc de comparaison. Et je trouve que, en tout cas en Afrique, ça se ressent de fou. C'est pour ça que, par exemple, la communauté maghrébine, elle peut être négrophobe. En vrai, et c'est encore tabou, mais il y a beaucoup de négrophobie au Maghreb. Parce que, justement, je pense que c'est hérité de la colonisation et de comment on nous a inculqué tout ça. On nous a dit, ouais, mais vous êtes supérieurs aux autres. Vous êtes arabes, vous êtes pas comme les autres, tu vois. C'est aussi, je pense, pourquoi il y a ce sentiment de... On se rattache beaucoup au Moyen-Orient quand on est maghrébin. On se dit arabe alors qu'en vrai, on n'est même pas arabe, on est nord-africain.
Et tu sais, on fait oh, mais nous, on est arabes, on n'est pas africains, nous. Il y en a beaucoup qui sont dans ça, tu vois. Et ouais, en fait, c'est hyper vicieux et ça prouve à quel point, genre, la colonisation, elle est encore imbriquée dans tout notre système, tu vois, genre notre manière de penser, de concevoir. Bien dans l'article, hein. Je rappelle bien que c'est une ancienne colonie. Ouais, de fou. Ouais, l'ancienne colonie, ils le disent plusieurs fois dans l'article, tu vois. Donc c'est qu'il y a quand même encore dans leur tête un truc hyper important là-dedans. Et c'est trop nul parce que, bah, en vrai, moi je suis d'avis qu'on est tous les enfants d'immigrés, on est ensemble. Genre, on a des différences, certes, mais on a beaucoup de similitudes et c'est une richesse pour nous tous, tu vois, de pouvoir justement mettre en lumière ces similitudes qu'on a entre nous. C'est une force pour nous tous. Et voilà, et je trouve que en vrai l'article il est pété parce qu'en vrai il montre surtout les différences et que genre en mode ouais les Asiates ils sont mieux que les autres. Bah, en vrai, on va pas vexer l'auteur, mais bon de toute façon. Il nous a déjà vexé, il a vexé toute une communauté. Non mais tu vois genre en vrai dire que les Asiates sont mieux que les autres, Asie du Sud-Est sont mieux que les autres. Ouais. On souffle. Ouais, on souffle. Maintenant je vais te poser nos 2 dernières questions. À chaque fois on pose 2 questions pour finir le podcast. La première ça va être c'est quoi ta définition de l'immigration? Pas évident en vrai parce qu'il y a déjà eu pas mal de trucs qui ont été dit. Ouais. Ça peut être une phrase, un ouais. mot, ça peut être tout ce que tu veux. Bah moi l'immigration c'est déjà ça va savoir s'adapter. En vrai je trouve savoir s'adapter à quelque chose que tu connais pas. Je vais pas le redire mais en vrai pour moi c'est une force, enfin genre je sais que ça a déjà été dit mais en vrai c'est une force, enfin ça t'apporte quelque chose que les autres n'ont pas, une ouverture d'esprit que les autres n'ont pas, une vision du monde que les autres n'ont pas et qui est pour moi hyper importante à avoir et que beaucoup vont chercher en faisant des années sabbatiques et des choses comme ça. Nous on l'a depuis qu'on est né de fou. et ça je pense que c'est une force énorme et une chance énorme que de pouvoir avoir ça. Parce que bah, les gens qui restent dans leur pays, etc., ils le connaissent pas. Ils le connaissent pas et les personnes qui vont le chercher, ils se rendent compte que ah ouais en fait y a tellement de belles choses ailleurs que voilà. Ouais, c'est de fou. Et j'aime trop que t'aies dit savoir s'adapter parce que ça j'ai l'impression que personne l'a dit, mais c'est tellement ça. Genre on est des petits caméléons, on arrive à... C'est ça, et ça c'est une force de fou. Genre savoir s'adapter, c'est savoir... moi tu vois dans mon taf, j'ai des gens différents. Ah oui, de fou. J'ai que des gens différents qui viennent me parler. Genre mes patients, ils sont tous différents. Et bah, il faut savoir s'adapter. Le discours, t'as pas le même en fonction de personnes âgées, personnes justement des personnes immigrées qui comprennent pas bien le français. Moi, mon père, il parle pas très bien le français. Je sais parler à quelqu'un qui sait pas bien parler français, tu vois. Savoir faire comprendre, surtout pour un traitement, par exemple. M'assurer qu'une maman ou un papa, peu importe l'origine, ait bien compris. Tu vois, et je sais dire les mots-clés, les machins, les trucs, et ça, c'est parce que je suis enfant d'immigré et que mon père de base comprend pas. Et ça, c'est hyper important de savoir faire ça. On ne dit pas assez fort, mais ça, c'est une dinguerie parce que même au quotidien, genre, je pense surtout dans les métiers comme le tien, où tu as du contact social, genre le fait de pouvoir parler à différentes populations, que ce soit des gens qui comprennent très bien le français parce qu'ils ont fait des études ou que sais-je, à des personnes qui comprennent pas trop bien parce qu'elles n'ont pas fait d'études, ça, c'est une dinguerie parce qu'il y en a, ils arrivent pas. Il y en a, tu auras beau leur dire, mais en fait, ça sert à rien de t'expliquer de manière hyper complexe son truc, parce que dans tous les cas, il va pas comprendre. Genre, parle-lui avec ses mots, et ce sera beaucoup plus clair. Dans sa façon de parler, tu vois, genre sans infantiliser la personne, au contraire, genre. Et je trouve, tu vois, c'est une force. Juste s'adapter, quoi. Est-ce que toi, au quotidien, t'as vécu du racisme anti-asiatique? Parce que, du coup, t'as le mythe de la minorité modèle, mais t'as aussi eu le truc pendant le Covid de « Ah, vous, le virus, le machin, je sais pas quoi. » En fait, moi, je l'ai pas vécu directement, c'est plus mon père. Parce que, comme je t'ai dit, moi, on me donne toutes les origines, donc les gens, ils savent pas. Même les Indonésiens, ils savent pas. Enfin, genre, en vrai, personne sait trop quand on me regarde d'où je viens, quoi. Donc, bref. Mais c'est plus mon père. Okay. Mon père, il se baladait pendant le Covid. Et genre, c'est la première fois qu'il l'a vécu en France. Et il a été hyper malheureux, il a hyper mal vécu. C'est qu'on l'a traité de chinois. Et on l'a dit, rentre chez toi, c'est à cause de toi qu'il y a le Covid, tu vois. Ouais, hardcore. Et quand on m'a dit ça, j'étais à la fois archi triste. Parce que moi, genre, comme je dis, je suis hyper empathique. Et entendre mon père un peu triste, genre... Ça me travaille trop, et en même temps hyper énervé, tu vois. J'étais genre, mais c'est dans quel monde on vit, genre quel raccourci est fait. Mon père, il ressemble plus à un Péruvien qu'un Chinois, la vérité. Genre en Indonésie, genre on peut ressembler un peu des Latinos. Il ressemble plus à un Péruvien ou un Chilien qu'un Chinois, et on va lui dire rentre chez toi, c'est à cause de toi qu'il y a le Covid. Mais en vrai, en plus même ça veut rien dire, genre même s'il avait été chinois... Ouais, c'est pas lui qui allait à... Je sais plus d'où ça venait, ça m'énerve tellement, mais bref, tu vois, genre c'est pas lui qui a été, c'est pas lui qui a mangé le pogolard, donc vas-y.
c'est bon, tu vois. Et non, je sais pas, moi c'est plus ces trucs-là où ça... Tu vois, genre là, je l'ai plus vécu indirectement. Moi, comme je t'ai dit, après, je l'ai vécu plus directement avec les histoires de riz, les accents. Et au taf Au taf, non, pas trop, mais tu sais, il y a plus ce truc de, le cliché de, genre, ouais, ah, t'es trop gentil, ça se voit, t'es asiate. Ou tu vois, ces petits trucs glissés comme ça, tu vois, où tu le vis au quotidien. Je pense quand t'es sensible et que... et susceptible, tu peux les prendre à cœur, moi, genre, mais après, tu vois, en vrai, l'accumulation, ça peut être chiant, genre. Ouais, en fait, des fois, je peux m'énerver sur un truc de merde. Mais C'est juste qu'en fait, il y a tellement eu avant que voilà. Et en fait, des fois, genre, je laisse le bocal se remplir et puis je pète un coup, puis après, ça se revide et puis machin, tu vois, comme une chasse d'eau, quoi. Et donc, ouais, non, il y a des fois qu'il y a des trucs qui peuvent m'énerver plus que d'autres, alors qu'en vrai, il y a des choses qui ont été dites avant qu'on. Mais je trouve que c'est de moins en moins. Et en vrai, là où je trouve que c'est malheureux, c'est qu'en vrai, c'est plus vous qui prenez que nous. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, genre, je trouve que. Du coup, genre, je me suis là en mode, bon, bah, pour l'instant, tu vois, genre, ça. Mais en fait, le truc, ce qui est dangereux, c'est que le jour où il n'y aura pas nous, ça va tomber sur vous. Ouais, c'est ça. En fait, ça. dans tous les cas. C'est là, pour ça que je disais tout à l'heure. Enfin, après, plutôt. Mais en vrai, il faut qu'on soit solidaire. Et c'est là où il faut qu'on soit ensemble et pas qu'on se laisse diviser, justement, parce que, bah, en vrai, toute la richesse qu'on a, toute l'adaptabilité qu'on a, tous les trucs qu'on a ensemble, bah, en fait. Il faut que ce soit une richesse et il faut qu'on soit solidaire vis-à-vis de ça parce que bah là tu vois comme je te dis c'est plus vous qui prenez mais en vrai comme tu as dit ça peut être nous on a pris avant je pense enfin tu vois genre ça peut grave changer enfin là tu vois le Covid ça a bien prouvé que ça a inversé la tendance c'est moi, ça en fait ce qui m'a marqué c'était ma meilleure amie elle est franco-laotienne du coup elle est métisse et elle aussi en fait elle est typée mais faut capter, tu vois, faut avoir des potes métisses pour comprendre qu'elle a des origines asiatiques. Par contre, ses frères, ils sont beaucoup plus typés qu'elle, tu vois, ils ont des yeux plus bridés qu'elle et tout. Et du coup, elle se baladait avec ses frères et sœurs vers le Covid et tout. Et elle m'avait dit, c'est la première fois, on nous a dit, ah ouais, bande de Chinois, rentrez chez vous, tu vois. Et genre, ça l'avait trop choquée parce qu'en vrai, elle sait qu'il y a du racisme anti-asiatique. Mais genre, tu sais, genre, la première fois qu'on te le dit cash, en mode... comme ça, et pas de manière déguisée ou avec des petites blagues, c'est archi violent, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Parce que bah ouais, du coup ça a plus touché du coup, au niveau de mon père, mais bah, indirectement ça m'a touché aussi, et j'étais en mode genre ok, donc même là en fait, même sur des trucs de merde alors qu'on est... c'est un raccourci qui est tellement genre, je l'ai trouvé hardcore, tu vois. J'ai trouvé hardcore. Et du coup, ma dernière question, ce sera, c'est quoi ta recommandation ? Podcast, livre, film, un truc qui t'a donné de la force ou qui te donne de la force au quotidien? Moi en vrai c'est peut-être pas forcément un truc mais c'est la musique. Okay. La vérité moi c'est la musique. Là ce qui me donne de la force au quotidien c'est la musique. Est-ce que t'as une musique ou plusieurs musiques qui te font du bien? En vrai ça dépend du moment. Ok. Mais t'as pas des artistes comme ça? En ce moment Bad Bunny. Ok. Voilà, la vérité. Ah bah attention, il a trop percé là. J'ai toujours kiffé Bad Bunny, mais là son dernier album c'est quelque chose, je trouve que, en vrai, tu vois, dans ce côté un peu solidaire, unité et tout. De fou. Et il a réussi à faire en sorte que tout le monde l'aime. Genre, il y a même les gens qui aiment pas le reggaeton de base ou le latino, ils aiment l'album. Mais il a percé de fou. Enfin, en fait, son nouvel album il résonne. Il est universel. Ouais. En fait, c'est un album, et c'est hyper rare, je sais pas combien d'albums dans l'histoire il y a eu comme ça, mais c'est un album universel qui plaît à tout le monde. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un beau message derrière, tu vois. Donc, c'est trop fort parce que... Tu sais, la musique là, d'ITMF, elle m'a trop touchée. Bah ouais, mais avec c'est celle qui a plus percé en plus. Mais oui, mais avec tous les trucs, tous les TikTok là que les gens ont fait avec des moments de leur vie, des souvenirs et tout, ça m'a trop touchée. Et moi, c'est là où la musique pour moi c'est hyper important parce qu'en fait, par exemple en Indonésie, je le prends pour exemple, en Indonésie, quand on y était cet été, j'y suis allé, donc en fait j'ai fait 2023-2024 en Indonésie. Et en 2024, j'y suis allé avec mes potes. Je voulais leur faire découvrir mon pays, je voulais leur faire découvrir tout ça et qu'ils comprennent aussi pourquoi je suis la personne que je suis. Et en fait, dans ma famille à Java, ils parlent pas anglais. Donc la communication, c'était compliqué. Okay. Les seuls moments où on était ensemble, où il n'y avait pas besoin de se comprendre, c'était quand on chantait tous ensemble, quand on écoutait de la musique tous ensemble. Et c'est les moments les plus humains possibles. Et ça, c'est que la musique. Tu vois. Fou, ça fédère, ça rassemble, tout ça. Et pour ça, pour moi, la musique, c'est essentiel. Et c'est ce qui permet justement à tout le monde de pouvoir se rapprocher même si on ne se comprend pas. C'est pour ça que moi, la musique, c'est trop important. Ok,
On valide la recommandation. Oui, la reco. Donc voilà, juste écouter de la musique, l'album de TMF de Bad Bunny, et voilà. Merci pour ta reco. Merci. Merci à toi pour cet épisode, c'était hyper intéressant. Merci à toi de m'avoir invité, je suis trop content. Avec plaisir. Je suis trop content de participer à ça parce que du coup je suis un peu depuis le début et j'étais genre si un jour on m'invite je serais trop content. Donc, avec plaisir, voilà. Ça nous a fait plaisir de t'inviter. Et allez vous abonner, Barto sans H sur les réseaux, il fait des vidéos pépites. Merci à toute l'équipe, merci à Antoine de Detail pour l'endroit, pour la boutique. Venez voir sa fripe, c'est la meilleure de Paris. Incroyable. Merci à Naofel, merci à Yacine, merci à Samy, merci à Sarah, merci à Mariam, Sarah, Yasmine qui sont pas là, mais on leur fait de gros bisous. Et merci à vous d'avoir regardé l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et on se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode de Daron. Bisous.